C'est vrai que c'est exceptionnel parce qu'en fait, on s'attend pas à une expérience de la sorte dans le sens où il y a un décollage qui est très lent, très calme, qui fait qu'on n'a pas forcément... Enfin, moi, j'ai ressenti aucun vertige. J'ai pu intégrer entre 2017 et 2019 l'équipe de France. Ok les amis, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Attitude. Je me retrouve aujourd'hui avec Kevin Allemand, qui donc est pilote de montgolfière. On peut dire ça, tu es pilote de montgolfière, et qui a créé sa société justement dans ce secteur assez récemment. Voilà, donc dans un premier temps, Kevin, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours, donc de ton parcours étudiant, donc tes années lycée jusqu'à maintenant, savoir un peu comment on en arrive là à devenir pilote de montgolfière et puis surtout créer sa société dans ce milieu-là. Eh ben écoute, c'est assez simple, hein, mon parcours, on va dire, d'étudiant. Je suis originaire d'Angoulême, donc j'ai fait mes classes, on va dire, à Angoulême. D'accord. Jusqu'au bac. J'ai passé un bac STI génie méca. Après, je suis parti en DUT du côté d'Agen. Et ensuite sur une école supérieure du côté d'Albi. Ça, c'est vraiment le côté, on va dire, études. Ok. Et puis après, je suis parti travailler pendant 10 ans, globalement, dans l'industrie. Alors, on n'a pas forcément besoin de faire d'études pour faire de la montgolfière. Ouais. C'est juste que mon cursus s'est fait comme ça. Et la montgolfière est arrivée beaucoup plus tôt, en fait, dans ma vie. Puisque j'ai vu mon premier ballon, en fait, à l'âge de 4 ans. D'accord, ok. C'est une passion depuis... C'est ancré en toi. depuis très longtemps. Et ça m'a toujours tenu, en gros, jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que ça me tiendra encore beaucoup plus longtemps. Ok, donc avant tout un loisir alors? On peut dire ça? Ouais, une passion, hein, passion, ouais. Passion, je vais pas dire que ça a régi ma vie, mais presque. Hein, ouais, depuis que t'as 4 ans, donc. Depuis 4 ans, j'ai fait mon premier vol, j'avais 10 ans. Ouais. Je suis descendu du ballon, j'ai dit à mes parents, je vais faire ça plus tard. Ah oui. Donc si tu veux, quand t'as 10 ans et que tu dis ça à tes parents, bon... T'avais une conviction profonde, quoi, dès le début. Tu fais de l'équitation, ouais. tu fais plein de choses, puis bon, ils ont dit oui, on verra bien. Et puis à 18 ans, j'ai passé mon brevet de pilote. Ok. Et puis du coup, derrière, ça s'est enchaîné, créé une association, on a commencé à voler. J'ai acheté un premier ballon d'occasion, et puis après, des partenaires sont arrivés. Ok. Puis ça monte en puissance au fur et à mesure des années, en parallèle de ma vie professionnelle. Et puis jusqu'en 2020, où j'ai décidé de me lancer. Ok, d'accord. Pas de faire le grand saut, pas en montgolfière. Ouais, c'est mieux. On va dire une belle ascension. Ok, voilà, d'accord. Et du coup, donc par rapport à ce lancement, donc j'imagine comment on devient pilote d'un point de vue technique, législatif, comment ça se passe? Alors, devenir pilote de montgolfière, c'est assez simple dans le principe. C'est un peu comme le permis de conduire en voiture. Ok. Il y a des instructeurs répartis en France. Ouais, d'accord. Qui sont sous ce qu'on appelle nous les DTO. Qui sont en fait un organisme de formation. D'accord. Et donc il y a une formation à suivre, il y a une partie pratique, donc apprendre à gérer l'inertie d'un ballon, à voler, apprendre à aussi analyser les éléments quand on est en vol, la météo, les facteurs humains. On est en perpétuelle analyse à l'intérieur du ballon. Et puis après il y a aussi une partie théorie où, alors je dirais pas que c'est le code de la route, mais il y a une partie... qui est plutôt accentué aussi sur la météo, parce que c'est notre sécurité. Ouais. On doit savoir analyser la météo et les éléments qui nous entourent. Et puis après, il y a la réglementation aérienne qui est importante. On ne peut pas voler partout où on veut, n'importe quel moment. D'accord. Donc ça fait partie de la formation théorique. Il y a de la radiophonie, il y a la gestion du gaz, il y a les facteurs humains, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a tout un panel de clés, je dirais, à avoir. Plein de compétences en fin de compte à acquérir pour pouvoir voler. Ces clés-là, on passe un test théorique et un test pratique. D'accord. Et une fois qu'on a ces deux tests-là qui sont réussis, on est apte à voler. Alors, on n'est pas apte à voler avec des gros ballons ou tout de suite des passagers. Hein. Il faut un certain nombre d'heures. Ça va progressivement pour justement acquérir une expérience et puis après pouvoir voler sereinement avec des gens. Ouais, d'accord, ok. Et là, en 2020, donc quand tu décides de te lancer, c'est suite à quoi? Tu arrêtes ton job en salariat? Comment ça se passe en fin de compte? C'est l'arrêt du job, un petit peu aussi une envie de changer. Alors l'idée de la société, elle est pas venue en 2 mois, hein, en 15 jours. Ça faisait très longtemps que j'y pensais. Ça faisait quelques années que j'y pensais.
Pourquoi pas l'avoir fait plus tôt, c'est une bonne question. Je pense qu'il fallait une certaine maturité. Il fallait avoir aussi des clés en tant que personne pour le faire. Ok. Donc du coup, c'est vrai qu'en 2020, la situation qu'on a tous connue était particulière. Et je pense qu'il y a eu un effet de changement par rapport aussi à ça, un besoin de changement en tout cas. Et vu que le ballon a toujours été un élément, un peu un fil rouge dans ma vie, c'est vrai que ça a été une suite logique pour moi en fait. Ça a été un peu le déclencheur. Ok. Et donc là, du coup, on a un peu de recul parce que ça va faire bientôt 2 ans, si je me trompe pas, donc que t'es lancé. 2 ans en fin d'année. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, tu peux nous dire déjà un peu si ce parcours-là t'anime, te plaît au quotidien, le fait d'entreprendre, d'aller sur... Parce qu'effectivement, il y a le côté montgolfière, mais bon, après, t'as tout le côté que tout le monde a quand il crée sa société, la gestion, l'administratif, enfin tout ça. Est-ce que ça t'anime toujours autant Il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai pas perdu le côté passion. Ça, c'est ce qui était aussi très important pour moi au début de l'aventure. Ok. Après, entre ce que je faisais avant et aujourd'hui, il y a des similitudes dans la gestion. Mais il y a aussi une découverte de devenir chef d'entreprise, entrepreneur. Ok. Donc, effectivement, il y a des jours où c'est différent de mon quotidien d'avant, sachant que en tant que pilote de montgolfière, on a quand même des horaires qui sont particuliers, parce qu'on va tôt le matin ou tard le soir. Donc on a une adaptation à trouver dans notre rythme, dans nos journées, et puis donc il faut s'organiser. Donc c'est vrai qu'après, si je devais aujourd'hui revenir avant, ce serait compliqué, clairement, c'est parce que je me plais dans ce que je fais. Parce que je me plais aussi quand je fais voler nos clients, où je vois les grands sourires, je vois les yeux complètement émerveillés quand on décolle le matin au lever du soleil. Donc voilà, ce serait compliqué de revenir à la vie. Ouais, je comprends. Ok, d'accord. Ok. Ça, et donc là, en 1 an et demi, presque 2 ans bientôt, du coup, c'est combien de personnes du coup que tu as fait voler, tu sais ou pas, sous cette société-là? Je sais, globalement, on va tourner autour des... pour donner une grande échelle, suivant les années, suivant les saisons, on va tourner entre 500 et 1000 personnes à emmener. Après, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. Déjà, il y a l'aspect météo. Bien sûr. Ça, c'est une certitude. Depuis 2 ans, on a quand même une situation sanitaire qui évolue en permanence. Oui, tout à fait. Donc, on s'adapte aussi par rapport à ça. Mais bon, ça fait partie aussi... de la vie intégrante d'une entreprise, de toutes les entreprises qui existent et de la vie des gens en général. Donc on s'adapte en fonction. Moi, ce que j'essaye en tout cas de garder, c'est ce côté convivial et authentique que nous revendiquons par des ballons qui vont entre 2 et 8 personnes, ce qui permet de garder un côté très convivial. Et après, on essaye de faire au mieux. La plupart des gens qui volent avec nous, quand même, enfin même la majorité, voire, on va pas dire 100%, parce que ça peut ne pas exister, mais 99,9% sont ravis de Ouais, j'imagine, tout à fait. Ok, très bien. Bon, pour l'avoir fait aussi, je dis j'imagine, mais c'est vrai que je l'ai fait. Je peux témoigner, je l'ai fait. C'est vrai que c'est exceptionnel, parce qu'en fait, on s'attend pas à une expérience de la sorte, dans le sens où il y a un décollage qui est très lent, très calme, qui fait qu'on n'a pas forcément... Enfin, moi, j'ai ressenti aucun vertige, aucune crainte du vide ou quoi que ce soit. On ressent pas du tout ça. On en avait un peu parlé, d'ailleurs, au moment du vol. Le ballon est un aéronef où c'est vrai que si on cherche la sensation forte d'un saut en parachute, c'est vrai que la montgolfière, c'est pas du tout ça. On est plutôt au balcon, à la découverte de la nature. Oui, c'est ce que j'allais dire. Par les vents. Moi, j'ai le souvenir de voir, on peut voir un chevreuil aux abords des bois, etc. Et on entend les oiseaux, on entend même parce qu'on va voler à combien d'auteur de moyenne globalement, on va voler sur un vol standard, on va voler entre 200 mètres sol et 1000 mètres si vraiment on a besoin. Après, ce qu'il faut savoir en ballon, c'est que plus on va monter, plus on va aplatir le sol, moins on va voir. Et en Charente, on a l'avantage et la caractéristique que notre territoire est quand même vallonné. Donc on a cette capacité avec un ballon à voler aussi bien à 10 cm du sol comme à 1000 mètres, voire plus haut dans certains cas. Mais globalement, sur les vols loisirs que l'on propose, on essaye d'avoir le vol le plus adapté aussi à la situation. Ok, d'accord. Et j'aimerais rebondir là sur ce que tu as dit par rapport à notre territoire. Je sais que
t'as pas fait que la Charente, que Ouais. t'as pu aller même sûrement, enfin, t'as été très loin, je crois, on en Ouais, avait déjà on a rapidement été, parlé. Je veux bien que tu nous partages un peu cette expérience. T'as fait du coup, c'est de la compétition, c'est sous quelle forme Ouais, en fait? alors en fait, c'est quand j'étais encore en loisir, Ouais, ok. je faisais de la compétition, donc j'ai commencé en 2009, Ouais, j'ai arrêté en 2019. Et alors j'ai arrêté parce que justement j'avais l'idée de créer la société, donc du coup il fallait que je m'occupe aussi de la société. d'accord. Et la compétition, alors elle m'a amené deux choses. Elle m'a amené déjà un développement d'expérience, puis elle m'a amené aussi à voyager. Donc on a pas mal voyagé en France par les championnats de France ou la Coupe d'Europe qui est chez nous, hein, qui est intégrée dans notre territoire justement. Et après, grâce au championnat de France et à toute l'expérience que j'ai eue sur les compétitions, j'ai pu intégrer entre 2017 et 2019 Ouais, l'équipe de France, ok. qui nous a permis d'aller voler en Autriche par exemple ou sur l'île de Majorque. Ouais, Donc ça c'est des on va dire c'est des moments différents de ce qu'on connaît nous ici. C'est des super expériences aussi Ouais. bien d'un point de vue vol que d'un point de vue aventure humaine, parce que là il y a toute l'équipe de France en même temps. ouais. Et puis bon, on se connaît tous, hein, globalement dans le monde du ballon on se connaît tous. Donc c'est vrai qu'il y a une alchimie qui se fait et c'est des super moments. C'est vrai que tu dis ça calmement, j'étais dans l'équipe de... Mais je trouve ça incroyable en fait, parce que t'as un parcours de vie, comme tu dis, qui est alimenté. Non mais c'est dingue, mais bah ouais, non mais c'est ta manière d'être aussi, mais c'est incroyable. Enfin, je trouve que Enfin, c'est génial, t'as dû vivre des expériences, et je pense que, enfin, on pourrait peut-être le souhaiter à toutes les personnes qui voudraient se lancer là-dedans, dans le loisir, dans la montgolfière, etc. C'est que d'en arriver quand même à faire partie de l'équipe de France, de pouvoir voyager, découvrir, parce que tu découvres pas les pays. Ouais, ben d'accord. Eh ben, j'aimerais bien qu'on en parle justement. Dis-moi comment ça se passe tout ça. Ouais, puis quand tu dis que je suis posé tout ça, c'est la montgolfière. C'est une de tes qualités. Ouais, je sais pas si c'est une qualité, ça. Bon, moi je peux le dire, c'est une de tes qualités. C'est aussi le côté où quand on est aux commandes d'un ballon, on a la responsabilité des gens avec nous. Donc il faut qu'on ait cette, je dirais pas cette zénitude, mais cette capacité d'analyse et à absorber l'analyse qu'on a à faire et de prendre les bonnes décisions. Parce qu'en fait, piloter un ballon, c'est prendre des décisions en permanence. Donc on analyse, on prend des décisions. Et à chaque instant du vol, on a beau discuter avec nos passagers, on est toujours à l'avant du ballon parce qu'en fait, on est déjà en train d'anticiper ce qui va se passer. Okay. Donc là, il y a un vrai chemin qui amène souvent les pilotes, on le dit, hein, il nous faut beaucoup d'humilité, il nous faut beaucoup de capacité d'analyse. Et en général, c'est ce qui va faire les bons pilotes. Hein. Donc c'est important d'être posé, de bien axer notre réflexion pour justement avoir la meilleure décision possible par rapport à ce qu'on va faire après. Ok. Donc voilà. Et après, il y a des sacrifices. Ça c'est vrai parce que déjà le rythme est quand même différent d'un travail, je dirais, entre guillemets, normal. C'est vrai que moi je travaille pas de 8 heures ou de 7 heures. Ouais, c'est pas des horaires. C'est pas des horaires atypiques. Enfin, c'est des horaires atypiques justement. Où, le matin, l'été, on va se lever à 4h30, 5h. Pour aller décoller à 6h30 par exemple ou 7h, on va revenir du vol. Donc on a toute la partie gestion du vol qui est en amont et en aval du vol, qui est pour la réglementation aérienne, qui est pour la gestion de l'entreprise, tout ça. Et puis le soir, on repart sur les coups de 18h pour revenir sur les coups de 23h. Donc on a 2 journées en une un petit peu. Donc il faut aussi combiner ce côté-là on a notre activité, on a aussi la vie de famille à côté. Alors moi j'ai la chance de travailler avec mon père, donc c'est dans une entreprise entre guillemets familiale, donc c'est quand même hyper agréable. Et j'ai la chance surtout aussi d'avoir une famille qui baigne dans le ballon. Ouais, puis qui te soutient. Grâce à moi, mais on a évolué ensemble aussi là-dessus. Ouais, donc qui t'a soutenu, j'imagine, dans ce projet. Tout à fait. Quand je leur ai parlé de ce projet-là, que ce soit ma compagne ou mes parents, mon entourage, mon frère, tout ça. Tout de suite, ça a été, vas-y, go. Et tu vois, ils savaient que j'allais le faire. Ouais, j'aimerais mettre le doigt sur un truc. Tu parles donc de l'entourage, du fait que tu as été soutenu, etc. Donc ton frère aussi entrepreneur maintenant, qu'il l'est devenu après peut-être, je sais pas, par rapport à toi, dans un tout autre secteur. Hein, il a toujours été un peu entrepreneur dans l'âme. D'accord, ok, parce qu'en fait, créer son entreprise, c'est quand même aussi savoir s'entourer de personnes. Et que ce soit pour de l'accompagnement, enfin
Enfin, j'imagine que tu as peut-être des modèles, des personnes qui t'amènent des discussions, des réflexions différentes de ce que tu pouvais avoir avant. Je pense que comment tu fais aujourd'hui? Entrepreneur, effectivement, faut bien savoir s'entourer. Bon, ça paraît une évidence quand on le dit. Mais effectivement, il ne faut pas aussi avoir peur de parler des doutes, des craintes, bien sûr. Ou même des réussites, parce que souvent on parle des échecs, mais il y a aussi des réussites. De les analyser pour les réitérer, etc. Les deux sont bons à analyser et à apprendre de qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait ou qu'est-ce qu'on a bien fait. Et je pense qu'effectivement, savoir s'entourer. Alors moi, j'ai des amis pilotes qui ont des sociétés avec qui j'ai pu parler. D'accord. Donc prendre déjà des exemples de personnes qui sont déjà dans le même secteur, forcément, c'est génial. Et puis après, quand on est créateur d'entreprise, quand on est entrepreneur, il y a aussi des organismes qui sont faits pour ça. Je pensais par exemple à la CCI. Donc il y a des chambres de commerce et d'industrie, c'est ça. Qui vont nous aider un peu à structurer notre façon de voir les choses. Et après, il y a les retours d'expérience de personnes qu'on connaît, qui sont proches ou plus ou moins proches, et qui vont nous dire, tiens, quand tu crées une entreprise, parce qu'il y a plein de choses à définir quand tu as démarré. Câbler, en tout cas, de bien câbler le projet et on va dire l'humain à côté. Et puis après, avec ça, on a à peu près toutes les cartes. Alors pas toutes, mais on a quand même les cartes, on va dire, de base pour pouvoir aller plus loin. Parce que toi, tu disais que tu y as pensé pendant longtemps, que c'est pas tombé en 2 mois. Mais tu penses que tu as mis combien de temps, par exemple? Enfin, tu sais, je parle de quelque chose de plutôt concret. Tu as mis combien de temps à définir ton prix, à trouver ton système d'acquisition de clients, et puis à faire les papiers, tu sais, à te lancer? Tu as mis combien de temps, ça? Je dirais toute la partie structure, prix. La partie business, on va dire, elle s'est faite assez naturellement, puisque on a quand même dans le monde du ballon un prix moyen. D'accord, ok. Oui, il y a un prix marché. On sait à peu près le prix marché. Après, on l'agrémente avec des spécificités qui d'accord, bien sûr. Le prix. Donc la partie business a été dévoilée assez vite dans ma tête. D'accord. Je pense qu'après, ce qui a mis le plus de temps, c'est plus psychologique de passer le cap. Et je pense que ça peut prendre. Alors, moi je parle de mon cas, il y en a peut-être qui vont plus vite ou peut-être qui prennent plus de temps. Mais par exemple, moi je sais globalement que ça m'a pris 3-4 ans. D'accord. Parce que à un moment donné, c'est une question qu'on se pose, c'est de se dire mais si je fais ça, je prends un risque. Alors est-ce que je suis capable d'accepter ce risque-là? Surtout quand on a une famille comme toi, avec des enfants, etc. Tout à fait. Je pense que chaque chef d'entreprise, on connaît les risques, et donc il faut être capable d'accepter ces risques-là et d'avancer en fonction de ces risques-là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui d'entreprendre, ça c'est mon sentiment personnel, parce qu'on a moyen d'être aidé pour ça. Et je pense qu'il faut avoir cette capacité surtout, je dirais un peu prendre des baffes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça se passe pas comme prévu. Moi j'ai un ami qui est assez proche, qui est pilote de ballon aussi, et qui me dit de toute façon être entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est à 1 emmerde par jour. Et c'est vrai, alors c'est pas des grosses... Non mais tu parles d'emmerde, tu parles de, je pense, des nouveautés, toujours des petites nouveautés, des petits trucs que tu n'aurais pas prévu vivre. Ou... Des choses où, tiens, moi je voulais le faire comme ça, je peux pas, faut que je le fasse comme ça. Donc c'est... faut être flexible, ça c'est clair. Je pense que tu sais ce que c'est. Bien sûr. Il faut être à l'écoute, il faut savoir bien analyser le pourquoi du comment. Et être positif, super positif. Moi j'en parle souvent avec un ami, il y a beaucoup de similitudes entre piloter une montgolfière dans la façon d'analyser et de prendre les décisions et de gérer une entreprise. D'accord. Donc après moi aujourd'hui, je suis jeune entrepreneur, bien sûr. Il faut dire ce qui est. J'en découvre tous les jours, ça c'est vrai. Et puis faut s'adapter en fonction. Donc, donc voilà, après mais faut pas avoir peur de le faire. Je regrette pas d'avoir pris le temps de me lancer, parce que je pense qu'il me fallait aussi cette maturité en quelque sorte. Et du coup, c'était le bon moment pour le faire. D'accord. Voilà. Bon, très bien, très bien. Pour finir, Kevin, j'aimerais que tu nous dises, écoute,
alors déjà, à toute personne qui entreprend et qui nous regarde ou qui souhaite entreprendre, tu as déjà donné un petit tips, un conseil, c'est de dire qu'il faut franchir le cap, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se lance dans la montgolfière en fait Quelqu'un qui se lance dans la montgolfière aujourd'hui, l'idéal c'est de se rapprocher d'un club ou d'une structure. Ouais. Parce que se lancer tout seul comme ça, ça peut paraître vite compliqué. D'accord. Mais une fois qu'on est avec des gens qui ont déjà une structure ou qui appartiennent, comme moi, qui ont une société, on intègre un espèce de cadre et on va bénéficier, entre guillemets, de tout le support administratif. Ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'il y a des ballons, il y a des montgolfières. Il y a un cadre de l'exploitation, de comment doit être utilisé le ballon. Donc tout seul, c'est faisable. Ça prend peut-être plus de temps que d'intégrer tout de suite un club. Mais c'est des choses qui se font. Et je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de venir voir un pilote de montgolfière. Enfin, nous, on a souvent des gens qui, quand on se pose, viennent nous voir. On discute. Et par exemple, j'ai une élève pilote. Je l'ai rencontrée, elle devait avoir à peu près 5-6 ans, je pense. Et aujourd'hui, elle passe son brevet. Et parce qu'elle est venue me voir dans le champ avec ses parents, comme moi j'ai fait quand j'avais 4 ans, c'est comme ça. Et puis ça lui a plu, son père est devenu équipier, elle aussi. Et puis elle est venue faire des compétitions avec moi. Et puis aujourd'hui, elle va passer son brevet de pilote. Donc il ne faut pas avoir peur de venir. Et c'est pas infaisable, on n'a pas besoin de grandes études pour piloter un ballon. Et justement, quand on est X pilote autour d'une table, il n'y a pas de question de situation sociale ou économique, parce que rien qu'en faisant partie d'un club, on a une adhésion à payer, mais ce n'est pas des adhésions qui sont hors de prix, mais qui permettent de faire ce loisir-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la montgolfière s'est beaucoup démocratisée depuis les 10-15 dernières années, parce qu'il y a des clubs, parce qu'il y a des structures qui ont développé ce côté-là. La fédération en fait partie. Donc ça c'est important. Il ne faut pas avoir peur de venir. Au contraire, c'est toujours plaisant de partager notre passion. J'imagine. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, dans mon activité professionnelle, mais aussi quand on parle, on a eu l'occasion d'en parler tous les deux, même sans avoir volé tôt avant. Moi j'essaie d'en parler comme un passionné et pour donner envie tout à fait. Ok, merci Kevin. En tout cas, c'est génial que tu puisses nous partager ton expérience de la sorte. Et tout à fait. Et puis, écoutez les amis, si vous souhaitez poser des questions à Kevin, en savoir un peu plus, de toute manière, vous retrouverez toutes les informations sur Kevin, son site web, vous pouvez le contacter directement, etc. Donc tout ça sera en description de la vidéo. Bien sûr, je vous invite à mettre un pouce bleu. Le fameux pouce bleu de la vidéo. Voilà, et puis à vous abonner bien sûr. À bientôt. Merci Kevin. Merci.